Bonjour Jean-François Husson. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité, sénateur LR de Meurthe-et-Moselle. Vous êtes le rapporteur général du budget ici au Sénat. On va évidemment longuement y revenir sur ce budget présenté aujourd'hui dans un contexte politique particulier. Mais d'abord, on va regarder 3 unes de la presse régionale. D'abord, la une de l'Indépendant et cette photo hier d'otages, la libération et l'espoir. Le Hamas qui a donc libéré les 20 derniers otages israéliens vivants. La deuxième une, c'est celle des dernières nouvelles d'Alsace. Le corps nu sur une corde raide, le Premier ministre sous menace de censure qui prononce donc sa déclaration de politique générale cet après-midi. Et puis la dernière une, elle concerne votre parti LR, la déchirure et le gouvernement, le Cornu 2 qui a donc déchiré votre parti avec des conséquences également sur le plan local. C'est le cas notamment dans les Alpes-Maritimes. Quelle une choisissez-vous ? Sans hésiter, la première. Si aujourd'hui on ne regarde pas l'avenir en prenant à la fois le recul, la hauteur et puis la gravité du moment. On sent bien qu'on a un monde qui est en ébullition permanente, en surchauffe. Et le fait d'avoir, en tous les cas, une pause et un accord de paix, j'espère que cet accord sera respecté pour qu'ensuite, à la fois les pays concernés et l'action diplomatique puissent enfin produire des effets et produire ses fruits. Je pense qu'on n'est pas... La nature humaine doit résister à ses instincts les plus maléfiques et on doit toujours mettre finalement l'avenir commun, le travail ensemble et puis travailler dans un esprit de concorde, viser à la paix, à l'harmonie. Alors ça paraît évidemment... Ça peut paraître, comment dirais-je, un peu naïf, mais je pense que dans la vie, si on n'a pas quelque idéal, eh bien, on est vite rattrapé, je le disais, par les instincts qui font qu'on préfère le combat, la difficulté. Voilà, je pense que c'est vraiment un moment, j'espère que c'est un moment, un grand moment de l'histoire, au sens... premier du terme, et les deux avec des majuscules. Voilà. C'est vraiment, et de loin, ce qu'on doit retenir dans ce tohu-bohu médiatique de l'information à toutes les échelles, je dirais. Et dans l'actualité politique nationale aujourd'hui, c'est le discours de politique générale de Sébastien Lecornu après 5 semaines à Matignon. Est-ce que les Républicains iront jusqu'à censurer le Premier ministre selon la teneur de son discours ? Non, c'est pas du tout l'intention. Je pense qu'on va reposer les choses calmement. J'entendais le président de la République parlant de la situation internationale, appelant à de l'humilité. J'appelle aussi le président de la République, non pas à faire la leçon aux partis en leur demandant, en disant qu'ils ne sont pas à la hauteur. Il a été élu en 2017, la démocratie a opéré, il n'y a aucun souci. Mais depuis la dissolution, est-ce que la France est stabilisée? Est-ce qu'elle est dans le calme? Est-ce que ce sont les différents partis politiques qui ont décidé le changement de gouvernement? Voilà, l'humilité, c'est juste de regarder les choses en face. Mais là, est-ce que, quelle que soit la teneur du discours de Sébastien Lecornu, vous dites que les Républicains ne seront pas les artisans de la censure? Pour l'instant, en tous les cas, sauf s'il y avait, comment dirais-je, des mesures très... à l'encontre de l'intérêt de la France et des Français. Ça pourrait être quoi? Comment? Ça pourrait être quoi? Ça pourrait être des tombereaux de fiscalité, une remise en cause intégrale de la retraite. Je ne crois pas que ce soit ça. Voilà. Mais je vais vous dire, moi je regrette une chose. Le Premier ministre a eu un premier gouvernement, puis un deuxième. Il va prononcer son premier discours de politique générale. Alors je vois qu'il aime la culture du secret. Mais aujourd'hui, on a eu absolument aucun signal d'aucune manière. On va rentrer dans l'examen du budget, c'est même plus du juste à temps. On est presque déjà en retard. Et il n'y a pas de complicité. Il se trouve, moi je suis plutôt, je dirais, un homme qui souhaite, voilà, parce que c'est mon pays, toujours mettre plutôt le jour qui se lève, le positif. Et là, on n'a pas d'éléments. Donc, on travaillera le budget, mais ça n'est pas raisonnable. Et je dirais que c'est un manque de sérieux et de respect vis-à-vis du Parlement. On ne peut pas demander aujourd'hui, dire le Parlement va avoir toute sa liberté,
et laisser une pareille pagaille susceptible de se mettre en place. C'est-à-dire que là, vous n'avez aucun élément sur le budget. Vous allez le découvrir en Conseil des ministres aujourd'hui? Oui. Rien du tout pour commencer à travailler en amont. Justement, on va parler de ce budget, puisque c'est l'un des sujets principaux sur lequel la parole de Sébastien Lecornu est très attendue cet après-midi et sur lequel il joue probablement la survie de son gouvernement, budget et réforme des retraites. C'est votre éclairage. Audrey, Sébastien Lecornu qui présente donc aujourd'hui son projet de budget en Conseil des ministres. Il va sûrement détailler les contours cet après-midi. Quelles pourraient être les grandes lignes de ce budget ? On va parler des pistes puisque vous n'avez pas les infos et on en a quelques bribes, mais on va essayer de les détailler. Donc tout laisse à penser qu'il parlera forcément tout à l'heure de la réforme des retraites puisqu'il est attendu au tournant par le Parti socialiste à ce sujet. Les socialistes qui attendent de savoir ce qu'il veut faire avec cette réforme impopulaire pour déterminer s'il le censure ou non. Eux veulent sa suspension immédiate. Le problème, c'est que c'est un totem du second quinquennat d'Emmanuel Macron, même s'il a les coudées plus franches. Est-ce que Sébastien Lecornu ira jusque-là? Pas sûr. Un indice tend à prouver que non. La nouvelle ministre de la Santé qu'il a nommée, Stéphanie Rist, que vous voyez ici en photo, est une fervente défenseur de cette réforme. Le Premier ministre pourrait donc plutôt reprendre la concession faite vendredi par Emmanuel Macron au chef de parti, en bloquant jusqu'à la présidentielle de 2027 le relèvement de l'âge légal de départ. Oriane. Jean-François Husson, est-ce que ce qu'a dit Emmanuel Macron au chef de parti, c'est-à-dire bloquer le relèvement de l'âge légal de départ, ça pour vous c'est acceptable? Écoutez, je vais vous dire, c'est trop tôt pour moi pour le dire. J'ai besoin de comprendre exactement. Parce qu'en fait, on me demande ou on nous demande pratiquement de nous exprimer à l'aveugle. Et ça n'est... Là, on est un peu dans une question politique avant d'être une question économique. Est-ce qu'il faut, pour ne pas que les socialistes censurent, dire oui, on suspend la réforme des retraites jusqu'à la présidentielle? Est-ce que c'est le prix à payer pour éviter la chute du gouvernement? Quel est ce pays dans lequel on a aujourd'hui un Premier ministre qui est finalement un peu comme au bord d'une falaise, avec une épée dans les reins, tenue ici par les socialistes? Mais dans quel pays est-on? Dans quel pays est-on? Est-ce que la démocratie, c'est pas de travailler avec tout le monde? Et globalement, si c'est finalement, je dirais, la décision ou les éléments d'une composante, mais qui est également minoritaire, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, cet émiettement aujourd'hui des sensibilités politiques à l'Assemblée nationale fait un mal terrible à la France. On prend un retard considérable avec des déficits qui continuent de s'accroître à un moment où tous nos partenaires européens ont redressé la situation. Et moi, ça me fait mal. Et donc, on a besoin effectivement de travailler ensemble, mais travaillons ensemble et à découvert. Il faut mettre toutes les cartes sur la table pour savoir et comprendre. Est-ce que vous accepteriez une suspension de la réforme des retraites jusqu'à la présidentielle? Moi, aujourd'hui, je ne dis pas que j'accepte. Je souhaite que tous les éléments soient mis sur la table. Parce que la retraite, on va se le dire aussi très gentiment, effondrement de la démographie et accroissement des pensionnés, des bénéficiaires des retraites. Qui peut aujourd'hui raisonnablement dire qu'on prépare l'avenir en restant sur un système déséquilibré de répartition? Donc le régime par répartition, il est en danger aujourd'hui? Et bien sûr qu'il est en danger. Enfin, moi, je ne ferai pas partie de ceux qui mentent aux Français. J'avais demandé dans le débat, qui était d'ailleurs un débat biaisé sur la réforme des retraites qui venait dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, j'avais demandé qu'on élabore des réflexions sur la possibilité de travailler à un deuxième pilier autour de la capitalisation. Alors on dit c'est un gros mot, peu importe, vous savez, on va l'appeler fonds de soutien à la répartition, on l'appelle comme on veut. Mais globalement, c'est de mettre un deuxième pilier, et je le redis, comme ça existe par exemple pour les fonctionnaires, enfin, etc. Mais mettons le travail, ne soyons pas dans le déni. Mais comment peut-on aujourd'hui raisonnablement dire qu'on prépare l'avenir, finalement, en mettant en difficulté les générations qui arrivent? Je ne l'accepterai pas plus pour les finances que pour les enjeux écologiques et environnementaux. Est-ce que parmi les pistes d'économie, il peut y avoir la non-indexation des pensions de retraite sur l'inflation? Bien sûr. Ça, c'est bien sûr. De toutes les retraites ou des retraités les plus aisés? Plutôt, il faut toujours regarder. Là aussi, il faut mettre le curseur. Mais c'est pour ça que je vous dis, il faut poser les choses. Parce que sinon, on va être dans une bagarre entre gauche, droite, centre, à se faire des croche-pieds. Mais les Français, ils attendent autre chose aujourd'hui. Les Français, ils sont excédés, ils sont déboussolés.
ils sont entre résignation, colère froide. Moi, je ne supporte pas cet état d'esprit. Je pense qu'il faut se ressaisir collectivement. Et pour ça, l'exemple, je le dis, il doit d'abord venir d'en haut, de tout en haut. Donc d'Emmanuel Macron. Bien sûr. Audrey, Sébastien Lecornu devrait aussi faire des concessions sur le déficit public. Oui, François Bayrou visait un déficit à 4,6% du PIB l'an prochain. Regardez, Sébastien Lecornu a revu la copie et compte seulement atterrir sous les 5%. Ça veut dire 9 milliards d'économies à faire en moins. Un geste vers la gauche qui ne devrait pas plaire au LR et ne pas vous plaire à vous, vous nous direz. Ce qui ne devrait pas plaire non plus aux Républicains, c'est que Sébastien Lecornu a prévu des mesures pour taxer les plus aisés et les grandes entreprises, donc de nouvelles taxes. Pas de taxe Zuckman par contre, comme le demande la gauche, mais une prolongation de la contribution des plus aisés, une mesure imaginée, souvenez-vous, par Michel Barnier pour l'année 2025, qui consiste à imposer à 20% minimum les contribuables qui déclarent plus de 250 000 euros par an. Le Premier ministre veut aussi cibler les holdings, ces sociétés souvent utilisées par les grandes familles pour gérer et transmettre leur patrimoine en bénéficiant de régimes fiscaux avantageux. Eh bien, elles seraient taxées à hauteur de 2% sur leurs actifs lorsque leur bilan dépasse 2 millions d'euros. Jean-François Husson, j'imagine que ce ne sont pas des pistes qui vous réjouissent à droite, parce que là, on parle de taxation supplémentaire, d'impôts supplémentaires. Je note, on a eu le projet de loi de finances pour 2025, et dès cet examen, il a été évoqué la préparation du PLF 2026 avec des mesures. On nous a dit on va regarder de quelle manière on peut taxer celles et ceux qui, on appelle les super riches, les ultra riches, les super profits. À l'heure qu'il est, je n'ai pas eu d'échange, jamais, sur ce sujet. Donc, je rappelle comment, pour avancer sur ce sujet, il faut qu'ensemble, on pose les choses, qu'il y a un travail préparatoire. Là, on a l'impression qu'on va abattre un atout-maître un peu au dernier moment en disant de toute façon, c'est ça ou il y a la censure. Mais c'est plus une démocratie mature. Est-ce qu'on a aujourd'hui un niveau d'impôt raisonnable ? Écoutez, on est les champions quasiment du monde des impôts et taxes. Ça mérite plutôt qu'au moins on arrête d'augmenter et qu'à niveau actuel, peut-être on révise, c'est-à-dire qu'on enlève des taxes et des impôts sur certains pour garder le même niveau. Mais c'est une espèce de fuite en avant. Il y a une créativité, je dirais, fiscale exceptionnelle. Mais on ferait mieux d'avoir cette même créativité pour créer de l'emploi et de la richesse. Et pour ça, moi je ne connais rien d'autre que l'économie. Nos agriculteurs, les travailleurs indépendants, la première entreprise de France qui sont les commerçants et artisans, les très petites entreprises et nos grands groupes. Mais vous souhaitez qu'il sorte de ce budget un objectif de déficit à combien ? Il faut qu'il soit le plus raisonnable possible. Moi, mon premier objectif, c'est 4-6. Non, mais moi, je veux bien tout. Vous savez, on a déjà des inquiétudes sur la réalisation du budget 2025. Et donc, on peut continuer dans le déni. Mais il y a un moment donné où, finalement, nos prêteurs nous mettront des conditions de plus en plus difficilement soutenables. Et à ce moment-là, les Français vont dire, mais écoutez... C'est-à-dire, pour vous, les objectifs de déficit 2025 ne seront pas tenus ? Il y a quelques inquiétudes. Il va falloir les chasser. Et il va falloir les chasser très vite. Parce que, je le redis, on doit la vérité aux Français. Enfin, on a suffisamment dénoncé, ici au Sénat, de manière collective, dans l'intérêt de l'information qui est due aux Français à travers le travail de contrôle du Parlement et ici au Sénat. Enfin, on a parlé de la dérive des comptes publics. À l'époque, on nous a répondu, je dis on, vous voyez bien de qui ça peut venir, de l'exécutif, des exécutifs sortants, qu'on était des bonimenteurs, qu'on avait des postures partisanes. Enfin, honnêtement, le Sénat a autre chose à faire que de jouer à des guéguerres de chiffres. La réalité aujourd'hui, elle est celle des comptes de l'État. Ils sont dans une situation catastrophique, insoutenable. Ça ne doit pas durer. Donc vous souhaiteriez que les 4-6 soient maintenus, vous ? Il faut les maintenir en objectif.
Il y a un autre sujet dans ce projet de budget, ce sont des mesures qui concernent le pouvoir d'achat des Français, Audrey. En effet, Oriane, le Premier ministre pourrait proposer de baisser l'impôt sur le revenu pour les couples payés légèrement au-dessus du SMIC. Ça leur rapporterait entre 200 et 300 euros par an. Il réfléchit aussi au retour de ce qu'on a connu sous le nom des primes Macron. Ces primes défiscalisées, là, ça concernerait les primes des salariés gagnant moins de 3 fois le SMIC en 2026. Des mesures plutôt en direction de la gauche. Est-ce que ça va quand même dans le bon sens, selon vous ? Mais ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure. Il faut avoir la feuille complète. Bien sûr. On voit bien qu'on a un souci sur ce qu'on appelle la smicardisation de la société. On a de plus en plus de travailleurs, de salariés qui sont payés au SMIC, ce qui montre bien qu'on a un problème d'échelle de salaire et on les habille par des primes dites Macron, défiscalisées et qui sont pas faciles à mettre en œuvre. En tous les cas, plus complexes qu'il n'y paraît, parce que c'est ceux qui en bénéficient. Ceux qui sont juste au-dessus, ils l'ont amer. Parce que eux, par rapport à cette prime Macron, ils se trouvent en fait pénalisés dans la valorisation de leurs revenus. Et finalement, les personnes qui ont des revenus bas, faibles, ou en tous les cas trop bas, quand on regarde aujourd'hui par rapport aux contraintes pour vivre convenablement et dignement chaque jour, eh bien on voit bien qu'on a un resserrement qui crée des conflits et il faut tout faire. Mais ça, c'est un travail avec les partenaires sociaux. Avec les partenaires sociaux. Ils ont été enjambés, ignorés pendant trop longtemps. Voilà. Eh bien il faut remettre les corps intermédiaires partout à leur place. Les élus locaux, les élus évidemment du Parlement et les forces syndicales et professionnelles. C'est indispensable. C'est toutes ces personnes, tous ces acteurs qui font finalement vivre la société et qui, s'ils sont associés, évidemment, ils prennent une part, ils ont envie qu'on avance. Et aujourd'hui, la France, elle stagne, je dirais même qu'elle recule. C'est dangereux, c'est pas à la hauteur de mon ambition et de notre ambition qui est de faire de la France un pays qui retrouve à la fois le chemin de la réussite et sa fierté. Votre collègue LR, rapporteur général du budget à l'Assemblée, Philippe Juvin, il n'est pas hostile à une baisse de la CSG. Vous non plus ? Ça fait partie des réflexions qu'il faut mettre sur la table. Voilà, si vous voulez, mais vous pensez un compromis final possible sur ce budget ? Il le faut. Enfin, dans l'intérêt de la France et des Français, mais pas à n'importe quel prix. Et surtout, il faut sortir du colin-maillard budgétaire. C'est-à-dire le colin-maillard. Aujourd'hui, nous ne savons rien. Voilà. Donc j'attends. A priori, vous devriez en savoir plus aujourd'hui. On va voir quelles sont les conséquences du retard budgétaire pour les collectivités. On va en Eure-et-Loire. Bonjour Fabien Verdier, merci d'être avec nous. Vous êtes maire de Châteaudun, président du mouvement pour le développement des villes de sous-préfecture. Fabien Verdier, le budget se fait attendre. Est-ce que cette incertitude pèse aussi sur vous, élus locaux ? Oui, l'incertitude est forte. On nous a déjà baissé les dotations. Et nous, on rappelle avec les villes sous-préfectures, cette association que je préside de 235 villes, qu'on a des charges de centralité énormes. Alors, c'est Lunéville, c'est Val-de-Briey, c'est Châteaudun, c'est Langon. Et tout le monde vient chercher des services chez nous. La santé, souvent l'hôpital, les lycées, etc. Donc, on demande une DGF majorée depuis plusieurs années de 38%, parce que 365 jours par an, nos villes sous-préfectures ont des charges de centralité énormes et tiennent la République. La DGF, je le rappelle, c'est la dotation globale de fonctionnement, qui est la principale dotation aux collectivités. Un mot là-dessus, Jean-François Husson ? Monsieur le maire, d'abord, bonjour. J'ai vu que vous aviez bien révisé. Vous avez oublié toutes les sous-préfectures de la Meurthe-et-Moselle. J'ai oublié tout, oui. Voilà, j'ai oublié tout. Oui. Voilà, 2 sur 3, voilà. Non, mais on a un problème. Vous le savez, la DGF, c'est à enveloppe fermée. Et donc, une des difficultés aujourd'hui, c'est de reposer les ressources, le panier de ressources des collectivités locales. Ça doit être, à mon avis, l'objet du débat, des prochains débats présidentiels. C'est dans quelle France voulons-nous vivre et dans quelle France réellement décentralisée. Jusqu'où on met les poids et notamment ensuite, en fonction de l'organisation de la décentralisation, il faut permettre à ces collectivités, je dirais, d'assumer leurs fonctions. Effectivement, elles offrent un niveau assez important de services qui ne sont pas des services de première nécessité. Et ils permettent, surtout, toutes ces collectivités permettent à la France d'avoir un cœur qui bat partout. Parce qu'on oublie souvent qu'autour de ces villes sous-préfectures, on a aussi un tissu industriel qui est assez important.
Pourquoi? Parce que ça fait longtemps que les industries ont déserté les villes. Donc il faut faire attention de ne pas opposer les territoires. Et Fabien Verdier, vous vous alertez, alors Châteaudun, c'est sous-préfecture d'Eure-et-Loir, vous alertez sur l'agonie de ces villes moyennes, de ces sous-préfectures. Est-ce que la République, elle a laissé tomber aujourd'hui ces sous-préfectures ? Oui, je pense qu'on peut le dire. Sur 20-30 ans, on a perdu les tribunaux, les maternités, souvent nos blocs chirurgicaux, chirurgie conventionnelle, tribunal de prud'homme, etc. Parfois des sites militaires, base aérienne à Châteaudun. On a perdu 3500 emplois en 30 ans pour une ville de 13 200 habitants. Donc oui, la République et l'État, malheureusement, nous a laissé tomber. Et nous, on se bat pour se redynamiser. Monsieur le sénateur parlait très bien. Il faut remettre du PIB, il faut remettre du pouvoir d'achat. Dans nos villes moyennes, on peut avoir 13 000 euros de revenus médians par an dans ces villes sous-préfectures. Il faut remettre du PIB parce que nous, on demande par exemple pas forcément d'argent, 100 hectares de droit à construire pour faire de l'industrie. Si on redonne 100 hectares de droit à construire pour faire de l'industrie dans nos villes sous-préfectures, on pourra redynamiser. Moi, j'ai par exemple une industrie qui s'appelle Safran, qui a 400 salariés. On commence à avoir des salaires de plus de 1800, 2000 euros net par mois. Cette question du pouvoir d'achat est majeure pour nos habitants. Et je le redis, j'ai fait une tribune dans les Échos, 70% de l'industrie française sont dans les villes de moins de 20 000 habitants. Ce sont nos villes sous-préfectures notamment. Jean-François Husson. Et aussi, est-ce que ça va avoir des conséquences politiques, notamment dans les urnes municipales, à la présidentielle ? Ah bah écoutez, si le grand bazar actuel continue, ça va être violent. On va pas se raconter d'histoire. Mais cet abandon des sous-préfectures, comme le décrit Fabien Verdier. Sur le sujet de la santé, c'est très difficile parce que on va juste prendre le sujet des maternités. Aujourd'hui, il faut un certain nombre d'actes, on le voit, pour que le service reste performant. Il y a un rapport sénatorial qui a été rendu récemment qui pose bien la question. Donc il y a un travail à faire de manière collégiale. Mais ce qui me paraît important, c'est entre l'offre de services que j'appelle public et privé. Évidemment qu'il faut qu'ils évoluent. Vous regardez aujourd'hui, hier ou avant-hier, dans les centres-villes, on avait pléthore d'agences bancaires, d'assurances. Ce secteur, comme d'autres, se organise parce que le numérique, le digital prend une place. Mais je le redis, la création de richesse, et monsieur le maire vient de le dire, elle se fait autour de ces villes sous-préfectures, de ces territoires, par l'industrie. Et pour ça, il faut avoir de la disponibilité foncière, mais il faut aussi retrouver de la compétitivité économique. Parce on n'est pas au pays des bisounours. Quand la Chine décide d'envahir notre marché, on a plus de difficultés à lutter. Donc effectivement, il faut aussi regarder et voir de quelle manière on peut réduire et restreindre ces importations qui font un mal terrible à nos économies. Merci Fabien Verdier, merci beaucoup d'avoir été avec nous, maire de Châteaudun. Et pour terminer, on va dans votre département, dans la préfecture, à Nancy. On retrouve Mickaël Demeaux. Bonjour Mickaël, merci d'être avec nous, directeur départemental de l'Est républicain en Meurthe-et-Moselle. Mickaël, on va continuer à parler réindustrialisation avec vous. Celle-ci bat de l'aile dans votre département. Oui, alors je comprends pas qu'on puisse oublier Toul ce matin. Bonjour Jean-François Husson, bonjour tout le monde. Parce que Toul, on annonce ce matin une bonne nouvelle avec un gros investissement de la Poste à 80 millions d'euros. Mais à côté de ça, on a une industrie locale et internationale comme PAM Saint-Gobain, comme Raflatac, comme Sovab, qui montrent des signes d'agitation et peut-être même de faiblesse. Alors est-ce que cette situation industrielle vous interpelle ? Bonjour Mickaël, bien sûr. Je suis en contact avec le plus gros employeur privé du département, donc Renault Sovab à Bazy, qui a mis en place une chaîne pour le Renault Master électrique. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, ce nouveau véhicule électrique ne trouve pas sa place sur le marché, ce qui pose un problème. L'électrification à marche forcée, à mon avis, est un risque. Et en tous les cas, on voit que là, on est dans un goulot d'étranglement. Raflatac, je suis allé évidemment et très tôt à la rencontre de la représentation syndicale qui est unie. Là, c'est le retrait d'une entreprise d'origine finlandaise qui souhaite ne laisser qu'une quarantaine d'emplois très actifs sur le territoire, ce qui n'est pas un bon signe, parce que dans ce bassin, c'est un bassin qui a connu la reconversion industrielle la plus exemplaire du département. Imaginez qu'à l'époque, c'était, j'allais dire, la patrie de Jacques Chérec, puisqu'il y avait les aciéries de Pompée, dont l'acier aujourd'hui constitue
notre si belle Tour Eiffel, eh bien, il y a une reconversion industrielle exemplaire. Et donc, nous devons effectivement nous battre. Et puis, parce qu'il faut terminer sur une bonne note, sur Toul, il y a une reconquête industrielle qui est menée de manière très intelligente par une union des acteurs locaux et notamment des collectivités avec le monde économique. Là, c'est des gens qui ont su profiter à la fois des atouts de la disponibilité foncière et de la desserte à la fois routière, fluviale et ferrée. Michael, vous avez une autre question sur l'utilisation des fonds publics. Oui, vous étiez hier au château d'Arouet, qui est au sud de Nancy, pour voir si l'argent public est bien utilisé dans le domaine culturel, enfin dans un certain domaine culturel. Alors, est-ce que demain, il va falloir faire comme Christelle Morancet, la présidente des Pays de Loire, l'a fait ces derniers mois, c'est-à-dire qu'il va falloir tailler dans un certain gras? C'est sûr, moi j'ai l'habitude de dire, je file la métaphore sportive, je dis qu'il faut retrouver du muscle. Quand un sportif, dès qu'il arrête sa pratique, souvent il reprend un peu de poids et il faut qu'il se remuscle pour retrouver de la puissance et de la vitalité. Oui, bien sûr, de toute façon, si vous voulez, il faut toujours faire des arbitrages. Quand la région Grand Est a décidé de déployer la fibre à l'habitant pour favoriser l'usage du numérique dans tout le territoire, il a bien fallu qu'elle fasse des arbitrages ailleurs. C'est l'avis de toute entreprise, c'est l'avis des collectivités, c'est évidemment ce que l'État va devoir faire. Merci Michael Demeaux, merci. La une de l'Est républicain, c'est ce drame à Sarreguemines, la jeune Sarah, 9 ans, qui a mis fin à ses jours samedi, mort de Sarah, son école sous le choc. C'est à la une de votre journal. Merci Michael Demeaux, merci beaucoup Jean-François Husson. Merci à vous. Et bon examen budgétaire, merci beaucoup.